Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez Évasion Guinée. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Où est Amadou Toumani Touré? Depuis la nuit dernière, le président malien est introuvable par les mutins qui l'ont renversé. Un groupe d'une vingtaine d'hommes de rang et peu d'officiers à Conakry, maliens et guinéens réagissent à cette situation. Célébration ce jeudi 22 mars de la journée mondiale de l'eau sous le thème sécurité de l'eau et l'alimentation. C'est une recommandation des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Auto-école IB, de plus en plus proche des futurs usagers de la route, elle a organisé hier une conférence débat pour expliquer l'importance de la signalisation routière aux étudiants de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le titre de cette édition. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Mali sort peu à peu de la confusion au lendemain du putsch militaire qui a renversé le général Amadou Toumani Touré. Un capitaine est à la tête de la junte d'une vingtaine de mutins, essentiellement des hommes de rang, tous de la plus grande garnison militaire du pays, Kati, où le président Déché a lui-même été formé. Depuis ce matin, la République du Mali est sans institution républicaine et sans constitution. Un couvre-feu a été également décrété. Reportage. Un écran noir à la télévision malienne. Les soldats viennent de prendre les locaux des médias nationaux. À l'aube, après de longues heures d'attente, ils se dévoilent enfin. Le CNRDR se réclamant des forces armées de défense et de sécurité du Mali dans l'ensemble de leurs composantes a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. Les institutions sont dissoutes, la constitution suspendue. Les putschistes mettent en place un couvre-feu et viennent d'annoncer la fermeture de toutes les frontières du pays. La capitale Bamako a vécu une nuit agitée. Des échanges de tirs à l'arme lourde entre mutins et loyalistes ont retenti pendant plusieurs heures. Le président Amadou Toumani Touré serait en lieu sûr, entouré par sa garde, dans un camp militaire de Bamako. Les soldats rebelles reprochent au président malien son incompétence dans sa gestion du conflit au nord du pays. Depuis janvier, les combats ont éclaté entre l'armée, les Touaregs et des combattants islamistes d'Al-Qaïda, dont le nord du Mali serait devenu le sanctuaire. Depuis plusieurs semaines déjà, l'impuissance du gouvernement faisait grincer les dents. Au cœur de Bamako ce matin, entre quelques tirs isolés, la population vacille entre inquiétude et sérénité. Je suis très content parce que tout le monde sont contents. Militaires avec les populations sont ensemble. On a peur. Donc pour nous l'affaire est finie puisqu'on risquerait d'être attaqué par des vandales qui profitent des occasions comme ça pour voler tout ce qu'on a. Les réactions internationales n'ont pas manqué, elles condamnent ce putsch. Mais aujourd'hui, les mutins tentent de rassurer, ils promettent la restauration du pouvoir civil et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Vous l'avez compris, les Maliens se sont réveillés ce matin avec un nouveau régime sous les auspices du Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Comment les Maliens vivant en Guinée ont vécu l'annonce du coup de force dans leur pays? Élément de réponse dans ce reportage de Billy Nankouma Kone. Loin de leur pays, les Maliens résidant en Guinée ont appris tard dans la nuit d'hier, tout comme leurs hôtes guinéens, le renversement du régime du général Amadou Toumani Touré alias ATT. Un coup d'État qui ne surprend guère certains Maliens. Bon, coup d'État, personne ne souhaite coup d'État, mais les façons que l'armée s'est comportée pour renverser ATT, moi quand même j'ai apprécié ça. C'est compte tenu de ce qui se passe au nord. ATT ne donne pas les moyens aux militaires pour se défendre l'intégrité territoriale malien. Moi, je suis vraiment partant pour les militaires qui ont fait des coups d'État contre ATT. Mohamed Djinde est étudiant malien résident en Guinée. Assis autour du thé en compagnie de ses amis, lui condamne l'option choisie par les soldats maliens. Le coup d'État qui s'est passé, sincèrement, ça ne m'a pas du tout plu. J'aurais préféré que ça soit entre eux, en discuter, au lieu de prendre des armes comme ça, de tirer par-ci par-là. Je préfère la paix dans mon pays, sincèrement. Quand il y a une guerre dans un pays comme ça ralentit l'avenir du pays.
Ce coup d'État intervient au Mali seulement à quelques mois de la tenue des élections présidentielles. Mais pour Issa Yatassaye, le Mali ne peut pas aller aux élections quand une partie du pays est sous contrôle des rebelles. Mais est-ce qu'on peut faire des élections si un parti des territoires maliens est menacé? On peut parler des élections. Si les gens sont tranquilles, il y a tous les territoires maliens est sécurisé, on parle des élections. Tant qu'il y a un parti des Maliens menacé, on ne parle pas des élections. Ce coup de force réussi par le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État plonge le Mali dans une situation incertaine. Les Maliens résidant en Guinée souhaitent que tout rentre dans l'ordre le plus tôt que possible et que les nouvelles autorités du pays arrivent vite à bout des rebelles. Quel avenir pour le Mali, pays voisin la Guinée? C'est dire qu'à Conakry, la situation au Mali suscite des réactions. Analystes et spécialistes des questions politiques se prononcent dessus. Suivez ce reportage de Mohamed Gibril Kamara. Les démons de l'instabilité politique refont surface au Mali. Jusque-là considéré comme un modèle de démocratie dans la sous-région ouest-africaine, le Mali et sa capitale Bamako connaissent depuis hier après-midi une journée d'agitation. Mécontents de la gestion du conflit dans le nord du Mali par le gouvernement du président ATT et des revers infligés à l'armée malienne par des rebelles Touaregs, des bérets verts de la garnison militaire de Kati, la plus grande du pays, ont en effet investi très facilement les locaux de la radio-télévision malienne avant d'annoncer à 4h50 heure locale par la voix du capitaine Amadou Sanogo la prise du pouvoir par le Conseil national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, nouvelle structure dirigeante du pays. Une annonce qui intervient après des heures d'intenses combats à l'arme lourde autour du palais présidentiel entre les bérets rouges fidèles au président ATT et les mutins. Et au lendemain de cette journée tumultueuse qui voit peut-être le pouvoir basculer dans les mains des mutins, les réactions dans la capitale guinéenne d'observateurs avertis n'ont pas tardé, comme celle de ce journaliste qui, affligé, exprime son désarroi. C'est très regrettable que le Mali, à un mois d'une élection présidentielle qui allait entamer la fin de règne du général ATT, connaisse un coup d'État. Un avis qui contraste avec le constat empreint de souhait de cet autre observateur. Il y avait la mollesse justement du pouvoir de Bamako. Je pense que c'est ce qu'il faut justement redouter, mais que les acteurs puissent continuer toujours à faire une sorte de pression pour appliquer l'article 30 de l'acte fondateur de l'Union africaine par rapport à une question de retour à l'ordre constitutionnel. Et pour ce chercheur politologue, spécialiste des questions de défense et de sécurité, la situation qui prévaut au Mali relance le débat sur la problématique des armées africaines en général et celles maliennes en particulier. À l'évidence, ce qui s'est passé à Bamako montre aujourd'hui que les armées africaines posent un véritable problème aux jeunes nations qui sont dans un processus de démocratisation. D'un autre côté, il faut savoir ce que je le disais tout à l'heure, c'est que les armées africaines, notamment l'armée malienne, c'est une armée pléthorique qui ressemble beaucoup d'ailleurs un peu à ce qui se passe en Guinée, avec un effectif pléthorique, avec un recrutement qui est fait sans discernement, c'est-à-dire avec un niveau de recrutement où les militaires sont à un niveau très faible de formation. Et ces gens ont face à une rébellion qui, elle, est très équipée, très aguerrie sur les moyens de guérilla. En tout cas, ce coup de force qui est en passe de réussir risque irrémédiablement de remettre en question les acquis démocratiques au Mali. En attendant, le drapeau tricolore malien flotte dans l'air comme un étendard avant de connaître précisément la direction du vent. Activité du président de la République. Après les paysans, les pêcheurs, le président de la République, professeur Alpha Condé, était avec les éleveurs mercredi. Il a été question au cours de cette rencontre d'identifier les problèmes et d'envisager des solutions en vue d'impulser une dynamique nouvelle aux activités de ce secteur porteur de croissance. Ibrahima Souriari Yansani. Comme avec les agriculteurs, l'objectif de la rencontre du chef de l'État avec les éleveurs et autres acteurs du secteur est de donner un nouvel élan de développement à cette activité. Tout a commencé par une projection vidéo sur le monde des éleveurs suivie d'interventions des représentants des différentes organisations et filières du secteur pour exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le secteur de l'élevage a sa spécificité, qui se traduit par des résultats plus longs à obtenir, mais plus durables. Il est par contre confronté à des contraintes majeures, dont entre autres la problématique du foncier rural,
liés à l'extension des activités agricoles et minières, le manque d'infrastructures et de ressources énergétiques, l'enclavement des zones de production, le faible niveau de structuration et de professionnalisation des acteurs du secteur, l'inexistence d'un système de financement adapté. Il est à noter que le bétail rencontre de plus en plus de problèmes d'alimentation et d'abreuvement en saison sèche. Cet état de fait conduit au déplacement des animaux à la recherche d'eau et de nourriture. Outre ces difficultés, on peut noter également le problème d'alimentation, de vol, de transport, de conservation, d'abattoirs et de taxes illégales. Des commissions ont été ainsi constituées pour faire des propositions afin de trouver des solutions à ces difficultés évoquées. Le chef de l'État a tout de suite accepté quelques-unes des propositions faites, comme l'achat de plus de 300 motos pour les services techniques d'élevage à l'intérieur du pays. Cependant, professeur Alpha Condé a rejeté les propositions faites sur la résolution des conflits éleveurs-agriculteurs. Selon lui, il faut abandonner l'élevage extensif et résoudre le problème d'alimentation du bétail. Il faut qu'on passe de l'élevage familial traditionnel, qu'on passe de là à un élevage moderne. Et nous sommes prêts à vous accompagner dans cette voie. Et le rôle, justement, des encadreurs, c'est de vous expliquer quels sont les avantages de passer à l'alimentation du bétail et le convaincre qu'il aura l'alimentation. S'il veut clôturer, on peut l'aider à trouver des fils de fer barbelés. Là, c'est très concret. Le département de l'élevage, pour sa part, se dit satisfait de la rencontre. Vraiment, nous sommes très satisfaits pour sa volonté politique de prendre en compte et en charge le monde paysan. Et surtout, il a insisté sur le fait qu'il ne faut jamais parler à la place des paysans. La technocratie, là, l'encyclopédie, de cesser avec elle maintenant, d'aller au pragmatisme. Les éleveurs retournent avec un message clair, celui d'accepter désormais l'élevage moderne avec une alimentation moderne, ceci pour en finir avec les conflits sur le terrain. Sécurité de l'eau et de l'alimentation, c'est sous ce thème que l'humanité a célébré ce 22 mars la journée mondiale de l'eau, occasion d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau et de soutenir la gestion durable des ressources en eau douce. Elhadj Omar Bari. L'eau joue un rôle déterminant dans la vie des hommes, des animaux et des plantes. L'eau est la source de toute vie et la richesse commune d'une humanité croissante. Elle ne doit pas être négligée même si elle paraît abondante dans nos régions. Cela nécessite donc de sensibiliser les populations à l'importance vitale de l'eau pour l'homme, de connaître ses différentes utilisations et de savoir comment protéger cette ressource. Ce thème offre l'opportunité aux professionnels de l'eau que nous sommes d'attirer l'attention des populations sur l'importance stratégique de cette ressource précieuse et de susciter en elles la prise de conscience pour son utilisation rationnelle, sa protection, sa sécurisation et sa conservation. Le coordonnateur général de la SEG, à l'occasion de cette journée internationale de l'eau, soulignait que le secteur de l'eau, notamment en milieu urbain, est confronté à des sérieuses difficultés pour la sécurité de son patrimoine. Ces difficultés ont pour nom l'agression des berges, rives, cours d'eau, déboisement et autres feux de brousse, toutes choses qui dégradent la nature et l'environnement et met la SEG dans l'incapacité d'assurer correctement sa mission. Source de vie, l'eau est au premier rang des hommes. De nos jours, l'augmentation de plus en plus considérable de la population, l'élévation du niveau de vie, les besoins domestiques, le développement des agglomérations urbaines, la demande légitime de tous et de toutes pour accéder à l'eau potable mettent au premier plan le souci de se procurer en grande quantité cette ressource. De son côté, le directeur général adjoint du service national d'aménagement des points d'eau s'est réjoui du thème de cette année qui répond à un besoin crucial de l'humanité, celui de la soif et de la faim. Favorisé par une dégradation de plus en plus accrue de l'environnement par l'homme, perturbant ainsi les phénomène cyclique de la biosphère. Cet état de fait nécessite des solutions urgentes basées sur des sensibilisations à tous les niveaux de la vie sociale afin de réduire les effets induits. Afin d'assurer à tous l'accès à une eau de qualité en quantité suffisante tout en préservant les milieux adéquats, il est nécessaire de veiller à une bonne gestion des ressources en eau. Cela suppose de définir une organisation institutionnelle et juridique adaptée.
Représentant son homologue de l'énergie et de l'environnement, le ministre d'État en charge des travaux publics est revenu sur l'historique de cette journée conformément aux recommandations des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Suivez Ba Ousmane. Conscient de cette complémentarité, le gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a placé parmi ses priorités de première urgence le développement de la production agricole, tout comme la desserte en eau potable de l'ensemble des agglomérations du pays. Au même moment où les dispositions pratiques sont en cours pour le lancement de la campagne agricole, un vaste programme vient de démarrer pour la remise en service de tous les points d'eau ruraux à l'échelle nationale. S'agissant des centres urbains, en plus des infrastructures existantes, d'importants financements sont encore annoncés à court et moyen terme pour améliorer le taux de desserte. C'est le moment et le lieu pour nous de remercier au nom du gouvernement les différents partenaires techniques et financiers qui n'ont cessé de nous accompagner malgré la rareté des moyens. Je voudrais également attirer l'attention des uns et des autres sur le caractère périssable des réserves en eau, d'où la nécessité de les exploiter avec prudence et dans le souci de préserver l'environnement qui les engendre. En plus de ces problèmes environnementaux, le secteur de l'eau subit aujourd'hui de graves préjudices causés par l'homme et à tous les niveaux. C'est par une conférence débat que la Journée internationale de l'eau a été célébrée ce jeudi au lycée Donka à l'intention des élèves. Ceci pour les amener à comprendre la procédure de désinfection de l'eau à partir du système solaire. L'initiative est des jeunes volontaires pour l'environnement. Ibrahima Souriari Yansani. La célébration ce 22 mars de la journée mondiale de l'eau sous le thème sécurité de l'eau et de l'alimentation montre l'intérêt que l'humanité accorde à cette denrée précieuse. Et c'est dans cette dynamique que les jeunes volontaires pour l'environnement ont initié une conférence débat au complexe scolaire de Donka. L'objectif est d'expliquer aux jeunes élèves une méthode de désinfection de l'eau appelée SODIS. Il suffit de payer les bouteilles de polyéthylène. Les bouteilles de polyéthylène sont des bouteilles plastiques. Les bouteilles dans lesquelles on nous vend l'eau minérale. Laver la bouteille, très bien. Prendre l'eau du robinet ou bien l'eau du puits qui n'est pas trouble. Trouble, ça veut dire contient la boue. Vous mettez l'eau remplie sur un support métallique, c'est-à-dire comme le toit, les tôles là, les zincs là, vous mettez sur ça. Alors, de 9h jusqu'à 15h, les rayons ultraviolets traversent l'eau et tuent les bactéries, les échechards, les salmonelles, tout ce que nous connaissons, même les vibrions cholériques. Alors, notre eau est potable et on peut le boire. C'est cette technique que nous vous proposons. C'est à moindre coût, parce que nous savons que le choléra est à nos portes. Selon le conférencier, cette méthode a été mise au point par des scientifiques de l'Institut fédéral suisse pour l'aménagement afin de faire face aux nombreux défis auxquels les pays pauvres sont confrontés en matière d'eau potable. Aujourd'hui, environ 2 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Et chaque année, 2 500 000 personnes meurent des maladies provoquées par une eau insalubre. Et chaque jour, ce sont 4 500 enfants qui meurent pour avoir bu une eau qui n'est pas potable. Venus nombreux assister à cette rencontre, les élèves du lycée Donka affirment avoir beaucoup appris avec cette ONG. Donc, je viens de connaître que l'eau peut être désinfectée par le soleil. D'autres méthodes de désinfection de l'eau comme l'utilisation du chlore ont été aussi développées au cours de cette rencontre, histoire de dire que tout le monde doit accéder à l'eau potable.